Bienvenue à toutes et tous. Mon nom, c'est Jean-François Levesque. Je suis agent de développement dans le cadre du projet Animation globale ici à l'ANS. Je serai le modérateur pour ce débat, opposant 4 partis politiques ayant un représentant à l'Assemblée nationale. Au cours de ce débat, nous traiterons les thèmes suivants, soit l'éducation, l'environnement et le développement régional. Ce débat est organisé par l'Institut du Nouveau Monde en collaboration avec la Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent, la Table jeunesse de Rivière-du-Loup, soit Jeunali, le Cégep de Rivière-du-Loup, l'Association générale des étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup, soit l'AGECRI, pour le compte du directeur général des élections du Québec. Nous remercions aussi le Centre culturel de Rivière-du-Loup d'avoir accepté d'être l'hôte du présent débat électoral. Avant de débuter le débat, mentionnons que le directeur général des élections du Québec soutient 2 campagnes web pour inciter les jeunes à voter. L'une est réalisée par les forums jeunesse régionaux du Québec et s'intitule « Moi je vote » et comporte 7 capsules vidéo. L'autre est réalisée par l'Institut du Nouveau Monde et s'intitule « On est 2 millions, faut voter » et comporte 3 capsules vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à aller les voir au www.pourquoijevote.qc.ca. Alors, nous passons maintenant à la présentation du déroulement du débat, qui est le suivant. Alors, il y aura 3 thématiques suivies d'une période de questions. Chaque candidat aura 2 minutes 30 pour présenter son point de vue sur chaque question thématique, préparée en collaboration avec Jeunesse. À 30 secondes de la fin, nous ajouterons un carton de couleur jaune pour inviter les candidats à conclure. Juste ici à l'avant. L'ordre pour les réponses, l'ordre de la question sera le même pour les candidats. Ensuite, j'invite les participants dans la salle, malheureusement on n'a pas de micro à côté, à lever la main et je foirerai le droit de parole à chacun. De plus, je vous invite, lors de vos questions, à être bref et respectueux, ainsi qu'à vous nommer, ce qui me permettra de voir les personnes qui ont passé et prioriser ceux qui n'ont pas eu le droit de parole dans une des thématiques. La période de questions se fera en rafale durant 5 minutes et chaque candidat pourra répondre pour une durée maximale de 2 minutes. Notez que l'ensemble du débat sera chronométré afin de respecter l'équité du temps de parole entre les candidats et permettre à tous de s'exprimer. Je vous rappelle aussi les objectifs du présent débat qui sont 1. Rencontrer les candidats locaux des principaux partis politiques en liste pour le scrutin du 4 septembre, acquérir des connaissances sur les positions de ces partis, sur quelques enjeux clés, et échanger avec les candidats. Je vous rappelle aussi les consignes de ce débat. Donc, je vous invite à être à l'écoute lorsque les candidats présentent leur point de vue ou lorsqu'une personne de la salle prend la parole, à être respectueux et ouvert à l'opinion des autres, à être bref et concis lorsqu'on pose une question, prendre la parole à l'occasion des périodes d'échange en vous présentant la main levée. Et entre-temps, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux. De plus, je vous invite à éteindre les sonneries de vos cellulaires pour ceux qui n'ont pas pensé le faire. Cela étant dit, je vous présente sans plus attendre les candidats. Alors, nous avons M. Gaétan Lavoie, candidat de la coalition Avenir Québec. Bonjour. M. Jonathan Saint-Pierre du Parti Option nationale. M. Jean Damour, candidat pour le Parti libéral du Québec. Et M. Michel Lagacé, candidat du Parti québécois. À vous tous et tous, merci d'avoir accepté l'invitation. Entamons sans plus attendre le débat. Thématique éducation. Au printemps dernier, nous avons vu naître une crise sociale majeure, notamment dans le milieu étudiant.
D'ailleurs, les effets se font encore sentir aujourd'hui. L'appel fait par les étudiants et de nombreux citoyens visait entre autres les faits de scolarité et l'avenir de l'éducation. Que propose votre parti concernant l'avenir de l'éducation au Québec, ainsi que pour résoudre la crise sociale de manière satisfaisante pour tous? Donc, chaque candidat dispose de 2 minutes 30 top chrono. À 30 secondes de la fin, je répète, il y aura un carton jaune qui va s'animer. Alors, j'invite donc M. Jean Damour, candidat du Parti libéral du Québec, à présenter sa position sur le thème et à répondre à la question. Alors, merci beaucoup, M. Levesque. Tout d'abord, merci à l'ensemble des partenaires, je ne vais pas tous les nommer, qui ont organisé ce débat. Merci de nous donner l'occasion d'échanger. Évidemment, l'éducation est un enjeu fondamental. Nous l'abordons aujourd'hui sous l'angle de l'augmentation des frais de scolarité, mais on pourrait parler de formation professionnelle au secondaire, parler de nos options à l'intérieur de nos cégeps, mais puisqu'il est question de frais de scolarité, au Québec, on n'apprendra rien à personne cet après-midi en vous disant que c'est un débat qui date de très nombreuses années. En 2008, lorsqu'on a eu l'occasion de vivre la campagne électorale, ça faisait partie de nos orientations, de nos engagements de formation politique, de s'orienter vers une augmentation, faisant en sorte que chacun fait sa part. Et au terme de l'exercice de l'augmentation 2016-17, l'État continuera à payer pour nos jeunes 51% des études. Et l'effort demandé aux jeunes se situera, lui, à la fin de l'exercice, à 17% des coûts reliés à sa propre formation. C'est sans compter l'implication des entreprises, du gouvernement fédéral. En termes clairs, ce sur quoi on a travaillé au cours des derniers mois comme gouvernement, c'est sûr que tout le monde déplore le type de gestes qui ont été posés, qui ont été encouragés notamment par le Parti québécois, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est une augmentation en bout d'exercice dans 7 ans de 50 sous par jour, de 177 $ par année, et ce qui est extraordinaire, c'est que pour la classe moyenne, lorsqu'on parle d'accessibilité, c'est ça, c'est qu'on met sur la table 39 millions de dollars sous forme de bourses, pas des prêts, des bourses qui vont directement dans les poches des jeunes et des familles pour les aider à compléter leurs études. Et avec ces mesures-là, c'est 67 000 étudiants universitaires à temps complet qui vont recevoir une bourse équivalente ou supérieure à la hausse des frais de scolarité. Alors, au bout de l'augmentation, au bout de 7 ans, ce qu'il faut voir et comprendre, c'est que les jeunes vont avoir pendant tout ce temps-là un accès aux études à un coût abordable. Je le répète, 17% total de la formation. C'est le même niveau qu'en 1968. Ce qu'on veut, c'est des diplômes performants, reconnus partout dans le monde, comme c'est déjà le cas au Québec. On continue à offrir des cours dans nos cégeps, dans nos universités, qui sont très bas comparativement à d'autres législatures ou d'autres gouvernements, particulièrement au Canada. Et en plus, ce qui va en profiter, c'est nos jeunes, c'est la société québécoise, ce sont nos régions. Et le gouvernement a posé les bons gestes au bon moment. C'est sûr que tout ça, l'histoire des carrés rouges, ça a créé une forme de chaos au Québec dont personne ne se réjouit, évidemment. Mais dans l'avenir, ce qu'il faut voir, c'est le moyen et le long terme de ça. Merci beaucoup, merci. M. Damour. Votre temps malheureusement écoulé, donc je vous remercie. Et j'inviterai maintenant M. Jonathan Saint-Pierre, d'Adoption nationale, à présenter sa position. Merci. Bien dans le fond, pour ce qui est du 17%, je pense qu'on pourrait quand même faire beaucoup mieux qu'en 1968. On est plus de 40 ans plus tard. Au Québec, c'est vrai que par rapport au Canada et au reste de l'Amérique du Nord, on s'en tire plutôt bien. L'endettement moyen d'un bachelier au terme de ses études est environ 14 000 $. Puis au Canada et aux États-Unis, 25 000 $. Sauf que ce 25 000 $ cumulé aux États-Unis, par exemple, ils viennent de dépasser le billion de dollars de dette d'études. Et puis, ça représente c'est sous forme de papiers commerciaux. C'est possédé par des entreprises, des institutions bancaires et financières. Sauf que si on se compare à des meilleurs pays, parce qu'on peut se comparer à des pays pires que nous, les pays de l'OCDE font vraiment mieux que nous, ils tirent mieux. On est dans le tiers le plus coûteux des pays industrialisés et développés. Dans ces pays-là, ils ont constaté après coup que ça couvre amplement les frais de scolarité. Par exemple, ici, on estime environ 400 millions de dollars le coût de la gratuité scolaire. Donc, il faut comprendre que ça augmenterait vraiment l'accessibilité aux études postsecondaires, puis les gens qui font des études plus longues ont des meilleurs emplois, paient plus d'impôts, et puis, c'est plus de revenus pour l'État. Ensuite, dans le fond, on pourrait évidemment viser à baisser graduellement les coûts de scolarité pour atteindre la gratuité complète.
Entre-temps, on pourrait aussi nationaliser ou étatiser le système de prêts et bourses. Question que ça ne soit pas... de toute façon, c'est le système de prêts et bourses qui assume tous les frais et les risques, et c'est nous qui payons les intérêts et pas les institutions bancaires comme la Caisse Pop ou les banques nationales. J'imagine que tout le monde ici doit être un peu familier là, avec les systèmes de prêts et bourses. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui en a. Donc, c'est l'institution bancaire qui vous prête vos prêts et bourses, et puis ensuite, c'est nous tous qui payons les intérêts. Dans le fond, on pourrait vraiment rapatrier ces intérêts-là et on pourrait avoir des revenus sur intérêt qu'on pourrait ensuite réinvestir dans le système de prêts et bourses. En seulement un an, on pourrait sauver environ 100 millions de dollars là-dessus, et autant dans les revenus d'intérêt. Donc, en un an, on couvrirait la moitié de cette gratuité scolaire-là. Merci, M. Saint-Pierre. Vous avez été efficace sur le temps. J'inviterai maintenant M. Michel Lagacé à présenter sa position. Merci. En éducation, d'abord, il faut rétablir le dialogue avec les étudiants. Ce n'est pas en les ignorant que le problème va se résoudre par lui-même. Pour notre parti, le Parti québécois, nous abolirons la hausse des frais des droits de scolarité prévus 2012-2018. Nous allons tenir un sommet sur l'enseignement supérieur avec les représentants des étudiants, les directions des établissements, les représentants aussi patronaux et syndicaux. Ce sommet va porter sur l'accessibilité sur l'enseignement supérieur pour tous, l'évaluation des coûts globaux des droits de scolarité, incluant les frais afférents, la qualité d'enseignement, de la recherche, le financement et aussi la gestion des universités. Un autre élément qui est aussi très important, on a tendance des fois à l'oublier, nous souhaitons encourager fortement la mobilisation de tous les secteurs de la société dans la lutte au décrochage scolaire. Offrir à tout jeune sans diplôme de 16 à 18 ans une solution de formation et d'apprentissage. Nous voulons aussi augmenter le nombre de professionnels et aussi d'employés de soutien pour ce qui est des élèves qui sont en difficulté, qui sont en besoin. Il y a une étude qui a été faite au Bas-Saint-Laurent sur les tendances du marché du travail. Et essentiellement, il y a différents changements qui vont prendre place d'ici les 10 prochaines années. Le vieillissement de la population, on le voit. Les changements au niveau d'ordre technologique, aussi au niveau économique, parce que la situation de l'économie au Bas-Saint-Laurent va bouger beaucoup dans les prochaines années. C'est 18 000 emplois qui vont être à combler d'ici 2015, des emplois, des départs à la retraite ou encore la création d'emplois. C'est 2000 emplois qui vont être liés à la création d'emplois au Bas-Saint-Laurent. Dans notre circonscription, dans Rivière-du-Loup, Témiscouata-les-Basses, c'est un peu aussi le même défi que nos entreprises vont être appelées à relever. On parle de 4 900 emplois, dont 4 300 de départ à la retraite et 600 emplois qui vont être créés d'ici 2015. Ça, c'est la direction régionale d'Emploi Québec qui le dit. Donc, il va falloir, étant donné que le marché du travail évolue rapidement, que les besoins de formation soient mieux rencontrés, que la mise à niveau au niveau des compétences, notamment au niveau des jeunes, puisse se mettre en place de la meilleure façon possible, donc d'outiller nos maisons d'enseignement, les collèges, mais aussi les centres de formation professionnelle. Un autre élément qui est aussi très important pour la formation continue, revoir les normes. Des normes à Montréal de 17 étudiants pour faire en sorte qu'on puisse répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Au Bas-Saint-Laurent, on parle de 15 étudiants pour répondre aux besoins des entreprises. Merci beaucoup, M. Lagacé. Malheureusement, on va pas écoulé. J'inviterai maintenant M. Gaétan Lavoie, candidat de la Coalition du Québec, à présenter sa position. Au niveau du réajustement des coûts de scolarité, nous allons négocier vraiment une vraie négociation avec les étudiants, telle que l'a défini hier notre chef François Legault. Parce que nous avons été particulièrement blessés de voir la piètre performance de négociation que le Parti libéral a faite avec les étudiants. Et nous avons pratiquement eu honte quand, de l'autre côté, avec le Parti québécois, qu'on ne respectait pas les institutions. Fait que vous avez assez attendu, nous sommes prêts à négocier, on va le faire de bonne foi, en équilibre avec tout le reste des autres membres de la société l'Italia. Deuxième élément, que nous allons ajouter 5 heures par semaine au niveau du secondaire de façon vraiment améliorer le savoir des étudiants. Nous allons faire une offensive majeure contre le décrochage scolaire. Nous allons aussi donner, quatrièmement, plus d'autonomie aux directeurs d'école et assurer un conseil d'administration qui
qui va diriger l'école avec des représentants de parents et non des personnes qui n'ont rien à voir avec l'éducation de la région. On veut aussi valoriser la profession d'étudiant, d'enseignant, c'est-à-dire, excusez, parce que c'est une profession qui est très importante parce que c'est le début d'une carrière et l'enseignant, c'est souvent la personne qui nous marque pour le reste de nos jours. On veut, sixièmement, augmenter le taux de diplomation collégiale et universitaire, parce qu'il n'y a pas seulement du décrochage au secondaire. Quand on va au bac à l'université, le taux est de l'ordre de 35 %. C'est particulièrement grave. On veut ajuster aussi la formation aux besoins du marché du travail. On veut former les DEP, par exemple, avec les besoins de la région, de façon à ce que quelqu'un qui va à l'école puisse avoir un travail dans sa région. On veut aussi, c'est une de mes propositions de l'Assemblée générale, les programmes de stage en entreprise après le secondaire, un peu comme on le fait en Allemagne. On veut bien assurer l'enseignement des langues. On va donner des cours d'économie, finances personnelles et entrepreneurship. On veut une meilleure intégration des élèves qui ont des besoins particuliers. Évidemment, on va regarder la hausse du financement des universités et avec tous les commentaires qu'on a vus, on va regarder aussi la gestion. On va évidemment, on voudrait mettre fin à la pratique des écoles. Merci beaucoup, M. Lavoie. Je vous remercie, cher candidat, d'avoir répondu à cette question sur l'éducation. Cela met donc fin à la présentation des positions des candidats. Passons maintenant à la période de questions. Je vais vous expliquer le déroulement. Donc, pendant les 5 prochaines minutes, j'invite les participants à présenter, pas de micro, mais à lever leur main. Je vais tenter de vous voir un à la fois. Gardez votre main en premier, monsieur. Laissez-la dans les airs parce que je vais continuer d'expliquer mes consignes parce que là, je vais être rendu. C'est un chose chargé. Et vous, monsieur, j'ai vu que vous étiez le premier. Gardez-la, ensuite, je vais faire une. Ensuite, j'invite les candidats, je vous invite à noter les questions qui vous seront posées dans la salle. Je tiens aussi à vous rappeler d'être bref dans vos questions et respectueux. Et à vous nommer aussi, s'il vous plaît, lorsque vous levez votre main, afin que je puisse vous identifier sur ma feuille. Au bout de 5 minutes, je vais devoir vous arrêter à la question. Ensuite, on va transférer au candidat. Chaque candidat va avoir 2 minutes de réponse pour l'ensemble des questions qu'on va avoir prises de la salle. Donc, sur ça, monsieur ici, premièrement, votre nom. Michel Morissette, de l'île verte. Vous pouvez poser votre question. Merci. Alors, bonjour, M. Lamour. Monsieur Lamour, je voudrais savoir, parce qu'on parle du passé, on parle de l'avenir, moi je vais vous parler d'aujourd'hui. Je veux savoir pourquoi votre gouvernement, pendant que nos enfants, que vous dites qu'ils ne vont pas voter, que nos enfants, vous les faites arrêter parce qu'ils s'expriment dans la rue. Pourquoi vous faites ça? La deuxième question que je vais vous poser, c'est que moi, je représente une quarantaine. À travers de moi, vous avez méprisé une quarantaine de citoyens qui avaient des petits besoins très ordinaires à régler et qui n'ont jamais eu de solution à leurs problèmes. Des problèmes de pollution à cause d'une autoroute avec aux frais des contribuables de 70 millions, alors qu'une quarantaine de citoyens se trouvent enclavés par la pollution. Je vous inviterai, monsieur, à essayer de conclure. Je voudrais avoir d'autres questions aussi, bref et concis. Et je voudrais savoir, monsieur, pour terminer, des familles qui ont plus d'eau potable, vous avez bien fait pour régler ces problèmes-là. Concrètement, il n'y a eu aucune réponse. C'est ça que je veux savoir aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, monsieur Morissette. Merci. Je prendrai ici la question ici. Ensuite, M. Lavoie, puis vous. Enfin, monsieur ici. Dominique Capot. Oui. Oui, dans le fond, ma question est un des grands causes de l'exode rural, c'est l'éducation, on peut dire, à l'extérieur. Parce que plus qu'un jeune passe dans l'extérieur, plus il perd un peu son sentiment d'appartenance. On sait qu'il y a beaucoup de cégeps, entre autres celui de la Gaspésie, mais aussi celui de Rivière-du-Loup voit son existence même menacée au courant des 15-20 prochaines années.
Je veux savoir vos partis, comment est-ce qu'ils comptent aborder ce grave problème-là pour notre région. Merci, M. Après. Monsieur en haut ici. Vous. Roger Blanc. Moi, je voudrais savoir, c'est qu'au niveau de toutes les partis politiques, on est tous conscients que la population est vieillissante. On sait que l'hôpital Saint-Joseph et Saint-Barthélemy, à l'heure actuelle, ont à peu près 140 personnes. La nouvelle bâtisse qui va être logée va être bonne pour 72 personnes. Je ne comprends pas vraiment comment on peut faire pour répondre aux besoins d'une population vieillissante quand on coupe la moitié des places pour ces personnes-là. Merci, M. Franck. Mais je prends les restes de temps, machin. 2 minutes. Monsieur ici, madame. Votre nom, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Xavier Archambault-Gauthier. Et premièrement, je remercie beaucoup les députés, ceux qui font. Merci beaucoup de votre courage. La question vient surtout à M. Damour. Bonjour, M. Damour. Bonjour. Je fais une mise en situation très rapide. Lors de la crise étudiante, un peu même avant le commencement des manifestations, on est venu vous voir et malheureusement, on nous a barré, tout simplement. On nous a barré la porte, on n'a pas pu négocier au début avec vous, ce que je trouve très, très regrettable. Et c'est pour ça que nous sommes venus justement à votre bureau sonner de la trompette et tout ça. Ma question est très simple. Vous avez dit le mot pour la crise actuelle, chaos. Vous avez dit le mot chaos pour dire que les carrés rouges, c'est un chaos. J'aimerais ça en avoir plus à ce sujet-là. Merci, M. Archambault. Madame Ariel. Oui, Sylvie Lévesque. Madame Lévesque. Moi, j'aimerais ça, si ça serait possible, qu'on s'en tienne seulement à la question qui a été posée et non. Informatique et l'éducation. Donc, l'idéal, c'est de voir pour les candidats de répondre en matière d'éducation. Monsieur Valboncoeur. Un petit commentaire. En 1968, j'étais dans la rue pour manifester. Aujourd'hui, je suis maire à Notre-Dame-du-Portail. Et ma question, c'est la suivante. Ma grande préoccupation, et ce que j'ai découvert au niveau du Bas-Saint-Laurent, je vais connaître l'avis de chacun des cadres sur le décrochage scolaire. Un effort vraiment particulier. Monsieur Valboncoeur, juste peut-être finir vite, parce que c'est un rapport à l'éducation. Oui. Je vais être généreux. Finissez votre question rapidement. C'est tout? OK. Je voudrais connaître l'avis de chacun au niveau du décrochage scolaire. Parfait. En particulier au Bas-Saint-Laurent. Parfait. Donc, le temps est écoulé. J'invite maintenant chacun des candidats à répondre. Donc, l'ordre de réponse sera le même que la présentation des thématiques. Alors, je commencerai avec M. Damour à répondre aux questions. Alors, tout un défi, cette question en 2 minutes en termes de réponse, je vais aller rapidement. Tout d'abord, la question de M. Morissette, la première, faire arrêter nos enfants. J'ai moi-même des enfants aux études à l'université. Ils n'ont pas été arrêtés. Les jeunes qui ont été arrêtés sont ceux qui lançaient des pierres, des briques dans les vitrines, particulièrement à Montréal. Deuxièmement, sur la question de l'autoroute 20, M. Morissette, il y a un problème de bruit, me dites-vous. Il n'y a pas plus de bruit qu'il y en avait à l'époque. Mais une chose que je sais, par exemple, c'est que la route est beaucoup plus sécuritaire, d'une part. D'autre part, il y avait des autobus scolaires avec des camions. Maintenant, la circulation lourde, elle est majoritairement, très majoritairement sur l'autoroute 20. Ça a amélioré la situation, vous en conviendrez. Au niveau de l'eau potable, il faut de prétendre qu'il n'y a rien qui a été fait dans ce dossier-là, puisque moi-même, à mon bureau, à quelques reprises, votre conseil municipal au grand complet, avec les gens du ministère des Transports et le ministère des Transports, a payé des équipements de milliers de dollars pour justement desservir adéquatement les citoyens du secteur. Quant au décrochage scolaire, une question de M. Valboncoeur, le décrochage scolaire, depuis 2003, depuis notre époque du gouvernement actuel, le décrochage a diminué dans une mesure de 10 %, particulièrement auprès des garçons, et le taux de diplomation a augmenté de façon substantielle. Aussi, sur l'existence des cégeps. Ma foi, les cégeps iront aussi loin qu'ils le voudront eux-mêmes. Il y a des projets ici même au cégep de Rivière-du-Loup en termes de nouvelles options. Le directeur général, je le prends en témoin, il est avec nous, technicien en pharmacie, hygiéniste dentaire, et c'est avec ce type de geste-là, ces options-là, qu'on va arriver à régler les choses. Maintenant, pour ce qui est de nos personnes âgées, CHSLD, il reste quelques secondes seulement. Le projet de 72 logements à Rivière-du-Loup est une première étape.
Il y a par la suite la transformation de l'hôpital Saint-Joseph qui est envisagée avec un plan B aussi pour une troisième phase, pour une autre construction qui va venir compléter les besoins en termes de CHSLD. Et il me restait l'argument, barrer la porte. J'ai barré la porte, on a barré la porte du bureau pour la sécurité. Désolé, monsieur Damon, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup. Je vais tenter, suite à la question de Mme Lévesque tout à l'heure. Il y a un volet, 3 thématiques, je les ai énumérées tout à l'heure, éducation, environnement et développement régional. Si vous avez des questions de nature, volet autres, connexes, santé, infrastructure et autres, je pense que la section développement régional pourrait être un bon moment pour poser la question. Donc, je fais juste interrompre comme ça, mais à l'honneur du débat, le prochain thème, c'est l'environnement, donc on pourra tenter de poser des questions sur l'environnement, et dans le volet régional, poser des questions au niveau du développement régional. Donc, sur ce, j'inviterai M. Jonathan Saint-Pierre à présenter sa réponse. D'accord. Donc, je vais commencer avec ce qui est du souci de l'exode rural. Ben, dans le fond, il y a plusieurs façons d'y arriver. On veut évidemment bonifier des programmes comme Je retourne en région et autres. Il y en a plusieurs. On veut aussi encourager l'entrepreneuriat local pour les 35 ans et moins. Quoi d'autre? Excusez-moi. Et aussi, dans le plan de souveraineté alimentaire, on veut valoriser les emplois d'agriculteurs agroalimentaires avec... donc, je m'égare, je saute dessus. Je vais passer à la prochaine question. Du décrochage scolaire. Je m'excuse. Dominique April, il me semble. Dans le fond, pour contrer le décrochage scolaire, on va aussi augmenter le nombre d'heures d'école à la semaine. Puis de la maternelle au secondaire aussi, un truc qui aide beaucoup les garçons parce que le décrochage touche surtout les garçons. C'est une période quotidienne de sport à tous les jours. Donc, ça aide aussi les bénéfices qui reviendront après dans le système de santé en prévention. Et puis, c'était le signe. Ok, je vais rester tout le temps. 30 secondes. Okay, merci. Oui, maintenant, excusez, c'est terminé. Merci à M. Saint-Pierre pour votre travail. Je cède maintenant la parole à M. Lagacé. En rafale, essentiellement, ce que M. Morissette vous dit, c'est que vous êtes pris en sandwich entre deux voies de véhicules lourds. Il faut qu'il y ait une correction. Je pense que ça se fait. Quand on parle aussi, essentiellement, M. April, concernant l'attractivité au niveau des jeunes, je pense qu'il faut avoir des emplois de qualité, des emplois qui sont liés à l'économie du savoir. C'est ce qu'on veut prendre comme virage au niveau du Parti québécois dans nos régions. Le cégep de Rivière-du-Loup, c'est une institution forte dans le milieu. Oui, au niveau de la biométhanisation, oui, un centre d'innovation, mais en même temps aussi, il y a autre chose qu'on peut offrir par notre ami du cégep. Il faut être simplement à leur écoute. Et c'est des gens qui sont drôlement ancrés dans le développement régional. Donc, on parle du CHSLD, bien, effectivement, 72 lits comparativement des besoins actuels de 140. C'est des étapes. Davantage de maintien à domicile, c'est ce qu'on propose au niveau du Parti québécois, mais en même temps aussi, 72 places, il est encore en attente. Il va falloir celui-là le réaliser rapidement parce qu'il y a des personnes âgées qui souffrent dans nos milieux. Dans le cas du décrochage scolaire, on peut traficoter tous les chiffres qu'on veut. Et ça, M. Damour, votre parti est très bon là-dessus. Quand on parle des basses, il y a 25,5% des jeunes de 15-24 ans qui sont sans diplôme. Dans le Témiscouata, c'est 30,1 et dans Rivière-du-Loup, c'est 23,5. Ça, c'est la triste réalité. Donc, il faut investir en éducation, investir auprès de nos jeunes et donner des formules qui s'adaptent aux besoins des jeunes. Et malheureusement, dans le cas du Parti libéral, ils n'ont pas encore compris cette recette-là. Et la loi 78, c'est une atteinte au droit d'association. Ça, il n'y a pas personne qui va m'enlever ça de la tête. Et dans le cas des jeunes, ils méritent notre
Il reste 30 secondes. Oui, il vous reste 30 secondes. Ils méritent notre respect parce que dans leur cas, eux, ils se sont levés debout après 13 semaines à attendre. 13 semaines à attendre. Merci. Allez-y, mais si c'est par rapport aux questions de la thématique, mais je suis désolé, pour cette fois-ci, on va passer un peu la serviette du fait qu'il y a des questions qui se sont introduites et on va être généreux à la salle pour répondre aux questions qui ont posées. Effectivement, mais pour cette fois-ci, on a compris, donc on va répondre, si les candidats veulent répondre aux personnes, c'est correct parce que c'est un vote de la salle. Par la suite, on va corriger. Donc, désolé, M. Lavoie, donc je vous inviterai à... Monsieur Mauricien, je suis d'accord avec vous que le respect des uns commence où la liberté des autres. Et c'est sûr qu'il y a eu des événements qui étaient disgracieux. Je ne pense pas qu'on puisse approuver que des gens bloquent des rues comme on a bloqué à Montréal, bloquer des commerces, puis générer des millions d'argent que la ville n'a pas. C'est dommage, mais c'est une situation qui n'est pas très acceptable. Pour M. April, l'éducation à l'extérieur, il faudrait tenir compte que 85 000, les dernières naissances, c'est 85 000, et ça se tient depuis quelques années, de sorte que le tournage dans la majorité des régions va se corriger. On a atteint, il semblerait, le fond du baril. Puis par contre, pour ceux qui veulent étudier, il existe aussi des programmes d'éducation à distance qui ne sont pas pour tout le monde, mais qui pourraient combler certains besoins. Puis évidemment, il faudrait savoir que l'éducation à distance qui est donnée au Québec, j'ai été surpris, c'est surtout à Montréal où on a la majorité des étudiants. Le décrochage, ben nous, on a une bonne plateforme à ce niveau-là. Je pense qu'on se rend compte à peu près au même niveau. Quand M. Badeboncoeur, soyez assurés que notre parti, nous, va vous respecter la démocratie et qu'on n'imposera pas nos vues sur différents éléments au niveau municipal. Il vous reste 30 secondes. C'est conclu? Parfait. Merci. Donc, ceci est conclu notre premier thème. Passons maintenant au prochain, portant sur l'environnement. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières années d'exploitation de gaz de schiste et de pétrole, et plus récemment des ressources naturelles dans le nord du Québec. Toutefois, peu d'études indépendantes mesurant l'impact de leur exploitation sur l'environnement, y compris l'effet qu'elle aura sur le changement climatique, ont été menées. Ainsi, quels engagements votre parti prend-il en matière de développement durable concernant l'exploitation des ressources naturelles du Québec et pour en mesurer l'impact sur la collectivité? Donc, chaque candidat dispose encore de 2 minutes 30. On vous signalera avec Anacha, juste peut-être de tenir plus longtemps debout, comme ça, les candidats ne le voient pas, on a plus de temps. Alors, j'invite donc M. Damour à prendre la parole sur le thème de l'environnement. Merci beaucoup, M. Levesque. Alors, sur le thème de l'environnement, dans l'histoire du Québec, il n'y a pas beaucoup de gouvernements qui ont autant investi en matière d'environnement. Sur la question des gaz de schiste, notamment, c'est sûr que notre position elle est très claire là-dessus. D'un côté, on réclame le moratoire. En ce qui nous concerne, on dit que s'il y a le moindre risque pour la santé ou pour les citoyens, leur sécurité, il n'y en aura pas d'exploitation. Et là-dessus, il y a un rapport qui est attendu qui va parler de lui-même, on fait appel aux experts. Au niveau du Québec, on a fait un virage qui est important, celui de l'exploitation des énergies propres, l'hydroélectricité. Vous savez, dans le plan Nord, il y a tout un pan qui touche le développement de notre énergie, mais toujours dans le respect de l'environnement. En matière d'environnement, le projet qui a été annoncé récemment va faire école au Québec et va continuer à générer des effets particulièrement positifs pour non seulement la région de Rivière-du-Loup, le comté ici, mais tout l'est du Québec. On parle de biométhanisation, un projet dans lequel le gouvernement a investi récemment 15,5 millions de dollars. L'initiative est de Rivière-du-Loup, il y a une société mixte qui a été créée, et on appuie ce projet-là avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention et beaucoup de fermeté. Il y a des projets qui sont nés aussi, qui ont un rapport environnemental important. Par exemple,
Le chauffage à la biomasse forestière, projet annoncé récemment du côté de Saint-Jean-de-Dieu. À Saint-Jean-de-Dieu, on va chauffer des édifices publics. Il y a même une rue qui sera aménagée à partir de cette source d'énergie qui va éviter de consommer du mazout, comme c'est le cas traditionnellement depuis des années. C'est avec une matière qui existe chez nous, et en plus on va créer de la richesse à l'égard de nos producteurs forestiers. Ça fait une différence. L'environnement, pour le gouvernement actuel, c'est un enjeu. On veut positionner non seulement le Québec, mais à partir de chacune de ces régions, à travers des initiatives qui sont les nôtres. Et le gouvernement répond présent à chacune de ces interventions. En matière d'environnement, l'énergie éolienne, qui a franchi des pas importants dans notre région. Le Québec a décidé d'opérer 4000 MW. Au total, il y en a 900 déjà en opération et on s'oriente vers d'autres projets dans la MRC de Rivière-du-Loup, dans la MRC des Basques, dans la MRC de Témiscouata et à l'échelle du territoire valorancien. Ça, c'est des gestes concrets qui touchent l'environnement. Les gestes en matière d'agriculture, les agriculteurs se sont conformés à des règles, vont même au-delà des règles à ce moment-ci, et c'est grâce au support gouvernemental. Maintenant, on fait de la politique pourquoi et pour qui? On fait de la politique pour les Québécois en fonction de leur avenir. Et ces gestes-là qu'on pose aujourd'hui vont avoir des répercussions partout en matière d'emploi, en matière de développement économique régional, municipalité par municipalité. Et c'est notre orientation. Merci beaucoup. Pour votre réponse. J'invite donc M. Lavoie de la Commission ANFP à présenter leur position. Au niveau de l'environnement, nous, on va bien surveiller le développement électrique pour qu'il soit fait dans les normes. On veut aussi, on a un programme d'économie d'énergie à plusieurs paliers. On va favoriser les véhicules moins énergivores. Évidemment, on va placer immédiatement un moratoire formel sur le développement des gaz de schiste. On veut aussi avoir un guichet unique en évaluation environnementale, de façon à avoir l'heure juste, rapidement, sur leurs divers projets, de façon aussi à ne pas bloquer de bons projets avec des attentes souvent qui ne sont pas normales. On veut aussi être un gouvernement responsable pour l'exploiter des ressources du Golfe. On sait qu'on a des ressources importantes dans le Golfe, mais on va le faire dans le respect de l'environnement. On va réviser aussi la politique nationale de l'eau, parce qu'on est conscient, avec les rapports qu'on a vus, qu'il y a des correctifs à mettre à ce niveau-là. On va maintenir et augmenter les programmes de crédit vert. On va aussi avoir un programme de rachat des économies vertes. On va mettre le plus rapidement possible faire l'exportation de l'amiante, parce que c'est un produit qui est vraiment dangereux. Les études le prouvent. Au cours de ma carrière, moi, j'ai vu des métastases gros comme des balles de baseball dans les poumons. Et même à Tétrevain, en faisant le tour, tous les troupeaux avaient l'amiantose. L'heure est au bilan concernant l'énergie éolienne. Nous, on souhaiterait avoir un meilleur contenu et on voudrait pousser pour qu'on ait le contenu québécois soit beaucoup plus grand qu'il est actuellement, de façon à avoir des emplois, parce que si on génère des emplois, si on crée l'énergie avec les éoliennes, on aimerait s'enrichir, on veut garder nos richesses pour nous. Merci, M. Lavoie. Encore 30 secondes, c'est terminé. Donc, merci beaucoup, M. Lavoie. C'est votre réponse. Alors, j'inviterai maintenant M. Michel Lagacé du Parti québécois à présenter sa position. Merci. Nous allons faire une vaste consultation et élaborer une stratégie d'indépendance énergétique. La stratégie d'indépendance énergétique est un projet visionnaire qui va tracer l'avenir pour la prospérité du Québec. Si nous voulons nous enrichir, nous devons diminuer notre consommation de pétrole. Chaque année, nous payons plus de 13 milliards pour acheter du pétrole provenant de pays étrangers. C'est autant d'argent qui pourrait rester au Québec pour stimuler notre économie. Notre objectif, réduire notre dépendance au pétrole de 30% d'ici 2020 et de 60% d'ici 2030. Le Québec occupe actuellement le deuxième rang pour la consommation d'électricité par habitant. Nous pouvons certainement réduire notre consommation et utiliser notre énergie excédentaire à d'autres fins, notamment au niveau des transports. Avec son fort potentiel hydroélectrique, éolien, solaire et géothermique, le Québec dispose de plusieurs sources énergétiques qui pourront nous libérer
du pétrole importé qui nous coûte trop cher. Moratoire sur l'exploration et l'exploitation des gaz de schiste, lutte au changement climatique en ayant un objectif de diminution de 25 des gaz à effet de serre par rapport à 1999 d'ici 2020. On a effectivement une longueur d'avance en biométhanisation. Ça a pris 18 mois pour avoir un certificat d'autorisation, curieusement à l'intérieur d'une quasi-campagne électorale. On en est bien content de l'annonce. Et essentiellement, on va faire du biogaz avec des déchets qui vont provenir de l'MRC de Kamouraska, des Basques, de Rivière-du-Loup, de la Métis, de la Matapédia, de la Haute-Gaspésie, de la ville de Rivière-du-Loup, et ainsi remplacer un combustible fossile pour faire en sorte que nos entrepreneurs soient davantage compétitifs. On parle de sauver 35 sous du litre en termes de remplacement. Remplacement du mazout dans les évaporateurs acéricoles par de la biomasse forestière. Et avec le parc éolien de 225 MW du territoire du Bas-Saint-Laurent, nous pourrons bientôt prétendre à une quasi-autosuffisance pour la production d'électricité pour les ressources valoranciennes. C'est ça notre plan de match, un véritable plan de match. Merci. Je céderai maintenant la parole à M. Jonathan Saint-Pierre d'Option nationale. Merci. Donc, pour nous, on va nationaliser les ressources naturelles. Question d'aller rapatrier tous les sous qu'on laisse partir à l'étranger à des minières et d'autres compagnies qui exploitent nos ressources, sans compter que le Québec, on est vraiment terrible. Au Canada, en 2009, on percevait à peu près 0,5 de redevances sur ce qui était extrait du sol québécois. Aussi, il y a beaucoup d'opportunités qui passeraient par la souveraineté. J'imagine bien qu'on irait peut-être devant dans le protocole de Kyoto, mais pour l'instant, c'est impossible de le faire étant donné qu'on est sous tutelle canadienne. Évidemment aussi, prêchant l'environnement, on mettrait un terme à l'exploitation nucléaire. De toute façon, il faut savoir que présentement, on est en surplus énergétique, donc on n'a vraiment pas besoin de cette énergie sale-là. Évidemment, on mettrait un moratoire sur les gaz de schiste. Étant une ressource naturelle, ce serait nationalisé aussi. Un moratoire jusqu'à savoir que des études indépendantes et objectives nous diraient qu'on pourrait aller de l'avant. Quand je dis objective, ça veut dire que ce serait entériné autant par des industriels que des environnementalistes. Que s'ils peuvent nous faire la preuve que c'est sans danger social, économique ou environnemental, alors là, peut-être qu'on ira de l'avant. Comme monsieur a dit, on importe vraiment beaucoup de pétrole tous les ans, mais on veut s'en sortir de ça. On veut délaisser le pétrole, sauf qu'on va en avoir besoin encore pendant un moment. Donc, si ça devient rentable de le produire ici plutôt que de l'importer, on verra à ce moment-là. Mais c'est un moratoire, assurément, d'ici là. Et puis, on se prononce aussi contre des projets comme le port méthanier, qui est pour l'instant sur les tablettes, mais qui a tendance à revenir tous les 10 ou 15 ans. C'est un projet qui produira environ 130 000 tonnes de gaz à effet de serre par année, ce qui est l'équivalent de 29 000 voitures. Donc, c'est pas quelque chose que moi j'aurais envie de voir dans ma région. Et puis, il y a aussi le plan de souveraineté alimentaire qui va évidemment faire en sorte que les aliments vont être produits et consommés plus localement, donc moins de transport, encore une fois, moins de gaz à effet de serre. C'est une bonne partie de ce que je représente. Merci, M. Merci à tous. Cela met donc fin à la présentation des positions des candidats. Merci encore. Alors, nous passerons à la période de questions. Je vous répète, pendant les 5 prochaines, gardez les mains levées. Pendant les 5 prochaines minutes, j'invite les participants à se présenter avant la main et à se nommer et poser des questions à Raphaël. Je vous remercie d'avoir respecté la règle pour la première thématique. Et je tiens à rappeler le commentaire de Mme Lévesque, on va s'en tenir à la thématique. Sur ce, j'inviterai peut-être Anacha à remplir les verres des candidats, ceux qui ont envoyé. Alors, comment commencer? Vous allez être chronométré pendant que je prends les deux là. Donc, M. Mathis, vous avez déjà parlé, Mme Lévesque aussi, monsieur ici aussi, monsieur à côté, votre nom? Maxime Beauchemin. Allez-y. Monsieur de Coalition Avenir Québec, on a déjà parlé, c'était au sujet des mines d'amiante. C'était pour savoir c'était quoi votre idée sur ce sujet, parce que ça faisait beaucoup de morts auparavant. Et il y a plusieurs pays qui l'ont aboli parce que justement ça pouvait détruire ces mortels.
a dit, je pense, avec Charest, qu'il y avait de l'équipement qui était fait pour ça et que ça allait être sécuritaire, mais je ne suis pas totalement d'accord avec cette idée-là. Je veux simplement avoir un commentaire. Merci, M. Beauchemin. Monsieur Salarial, votre nom? Carl Rie. Michael Rio. Moi, j'aimerais avoir l'opinion des candidats sur le fait que présentement, au Québec, on est en surplus énergétique, tellement qu'il y a une centrale avec en cours de 600 MW qui est fermée depuis 3 ans, qui nous coûte 150 millions à 200 millions par année. L'argent qui s'en va à TransCanada Énergie, compagnie albertaine, parce qu'on a trop d'énergie sur les marchés. Et présentement, on est en train de faire un chantier comme la Romaine qui va nous coûter environ 10 cents du kWh, alors qu'on n'est pas capable d'exporter à plus que 4,5 cents aux États-Unis. Dernier contrat sur 20 ans qui a été signé. Dernièrement, il y a un premier à Curso, puis il se fait arrêter, puis une semaine plus tard, il y a 56 millions de contrats qui vont de gré à gré d'Hydro-Québec à Tony à Curso directement pour construire le chantier de la Romaine. Donc, dans le plan Nord, si on a 43 milliards de projets hydroélectriques, est-ce que vous trouvez ça intelligent comme stratégie énergétique? Merci pour votre question. Monsieur ici, qui avait levé la main. Jason Olivet. Il y a des limites à la capacité de notre planète à régénérer ses ressources. Entre le 1er janvier et le 22 août 2012, donc en 234 jours, nous avons déjà consommé tout ce que la planète peut produire en un an. On peut d'ailleurs s'attendre à ce que notre rythme de consommation aille en augmentant chaque année. Je trouve que c'est un problème dont on ne parle pas assez au niveau des partis politiques et je me demande ce que vos partis proposent pour au moins freiner cette tendance à la surconsommation. Merci, M. Zimmer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont vous poser des questions? Je vais vous donner un deuxième tour aux personnes ici. OK, Madame Lévesque, puis vous trois, je vous garde si vous êtes venir avec vous. Rapidement, s'il vous plaît, le temps file. Bon, ma question va plus à M. Michel Lagacé. Concrètement, comment est-ce que vous allez réduire la consommation de pétrole dans nos régions? Parce qu'ici, on n'est pas à Montréal, on n'a pas de métro, on n'a pas de transport en commun, on n'a pas de train de banlieue. Alors, c'est ma question. Merci pour Mme Claire. Monsieur ici, je vais prendre Madame qui vient se lever là. Allez-y. Votre question bref et concise. J'aimerais vérifier auprès de tous les partis. C'est sûr qu'on a un parti qui s'appelle Devant qui est là, qui est contre le tort sur l'autre parti qui était là avant. Moi, l'eau, la richesse, là, ça me fatigue un petit peu. Et je trouve que là, il ne s'est rien fait avant. C'est 9 ans non plus qu'il ne s'est rien passé. Je pense qu'on s'en va un peu comme ça avec notre plan Nord à donner nos ressources au niveau des étrangers. Alors, j'aimerais savoir s'il y a un parti, enfin, qui va être capable de laisser quelque chose pour que nous, les citoyens, nous reste quelque chose dans nos proches mouvements de l'État. Merci, Mme Bouchard. Il reste combien de temps? 1 minute. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Oui. Question très rapide. Je voulais juste savoir. Votre nom, s'il vous plaît. Votre nom, s'il vous plaît. François Dautin. Merci. J'aimerais ça savoir s'il y a juste quelqu'un de vous autres devant qui est capable de nommer un endroit sur la planète où on a exploité du gaz de schiste et qui n'a jamais eu de problème. Merci. Merci. Je termine la période des questions. Alors, j'invite maintenant les candidats à répondre aux questions posées par l'Assemblée, par la salle. En fait, donc, monsieur Lemour, vous pouvez répondre. Merci. Alors d'abord, sur la question de l'hydroélectricité, alors la question a été posée, pourquoi on construit, pourquoi on développe, c'est très simple. Il y a un comparable qu'on peut faire. Si l'Alberta s'est enrichi avec son pétrole, qui n'est pas une énergie propre, nous, au Québec, on a fait le choix de s'enrichir avec notre hydroélectricité. Et on vend ce surplus-là. Et on fait en sorte, et d'ailleurs, il faut continuer. Et les projets éoliens dont on parle ici dans la MRC de Rivière-du-Loup, dans nos MRC, dans le comté de Témiscouata, dans les Basques et dans le Bas-Saint-Laurent, bien, ça fait partie de nos orientations. On veut s'enrichir avec cette ressource-là, qui est non polluante, qui est une énergie propre. Et je pense que poser la question aujourd'hui, c'est y répondre. Hydro-Québec, c'est nous. Hydro-Québec, c'est une société qui est nationalisée et c'est une société qui verse au Trésor québécois à chaque année des milliards de dollars qui se traduisent par la suite en biens et en services. Pour ce qui est de l'eau potable, madame, le Québec a agi il y a quelques années, puis à l'intérieur des 9 dernières années, de 3 ou 4 ans seulement,
le Québec a été une des premières sociétés dans le monde à adopter une politique de l'eau. Alors, on a affirmé notre respect à l'égard de cette ressource-là et on reconnaît l'eau potable comme un bien inestimable qu'on va protéger, qu'on va préserver au cours des prochaines années, au cours des prochaines décennies. Sur la question des ressources naturelles, la dernière année complète d'opération en termes de redevances directes aux Québécois, ça a été 305 millions de dollars. C'est plus, si on additionne les 10 années précédentes, ça totalise même pas ça. 305 millions de dollars, c'est sans compter les salaires qui se paient, donc les revenus du côté gouvernemental. Je pourrais faire toute la nomenclature des effets positifs. Sur le gaz de schiste, je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas question pour nous, comme gouvernement, de poser un geste à l'égard de l'exploitation des gaz de schiste s'il n'y a pas une assurance absolue qu'il n'y aura pas de problème dans l'avenir pour nos citoyens. Et les technologies évoluent, les technologies changent, il se peut que ce soit favorable au Québec, mais s'il y a le moindre risque, on ne le fera pas. Et personnellement, sur la question de l'amiante, je ne suis pas un fanatique de l'exploitation alimentaire. Si vous me posez la question, c'est ma réponse très bien là-dessus. Merci, M. Lamour. J'invite maintenant M. Lavoie à présenter sa réponse. Maxime, les mines d'amiante, c'est sûr que c'est dangereux. Puis ce qui est plus dangereux aujourd'hui, c'est l'endroit où on la transforme. Moi, j'ai été très surpris des mines d'amiante. J'ai vu une émission à Radio-Canada au cours du mois de mars où la compagnie savait en 1945 comment c'était dangereux. Puis il s'occupait même des services des gens parce qu'il enlevait les pièces à conviction puis il faisait disparaître un laboratoire qui était aux États-Unis. Et c'est pour ça que nous, c'est clair, on veut bannir l'exploitation de l'amiante. La réponse, la centrale avec Cantour, ben ça va certainement faire partie du ménage qu'on va faire. Parce que si on a une centrale qui n'est pas nécessaire, qui est peut-être dangereuse, parce que quand je suis en laboratoire médical, on avait déjà eu des histoires de produits radioactifs dans ce point-là. La consommation, M. Rivard, vous savez, la consommation, c'est personnel, c'est pas le gouvernement qui va empêcher de prendre un pot, de prendre un Pepsi. Je pense qu'il y a une liberté, on peut favoriser les bonnes habitudes, mais c'est aux citoyens aussi à se prendre en main. La réduction de la consommation de pétrole, bien, il faut, dans un premier temps, il faudrait peut-être avoir des autos moins énergivores. Puis, je pense que le coût du pétrole va réduire votre consommation parce que je connais des gens, moi, qui font plus trop de balades le dimanche parce que ça paraît dans le portefeuille. La politique de l'eau, nous, on veut la réviser parce que je pense que c'est le Parti libéral, une mémoire courte, et on en a donné pas mal au multinational. On n'est pas très propriétaire. Au niveau des gaz de schiste, nous, c'est assez clair, on veut vraiment avoir un moratoire puis savoir où on va, parce que lorsqu'on pose des questions, on n'a pas l'impression qu'on nous dit la vérité. Merci beaucoup, M. Lavoie, pour votre réponse. Alors maintenant, j'inviterai M. Michel Lagacé. M. Lagacé pour 2 minutes. Oui. Amiante, j'ai un homme qui est décédé d'amiantose, ça c'est clair. Quand on envoie ce produit-là en Inde, qu'il n'y a aucune règle de sécurité, on condamne les gens à mourir. 58 millions à la mine Jeffrey, je ne pense pas que c'est un choix qui soit souhaitable au niveau du Québec. Quand on parle de sûreté énergétique, il y a des choix qui ont été douteux qui ont été faits par Hydro-Québec. Quand on pense à TransCanada, effectivement, 150 millions. Il y avait un choix aussi à l'époque du Surroi. Il y a eu aussi, bien entendu, la Romane, effectivement. Il y a un questionnement qui doit prendre place par rapport au choix stratégique d'Hydro-Québec. Quand on voit ce qui se passe avec M. Lacourceau, effectivement, on peut questionner de quelle façon nos institutions sont administrées. Hier, j'ai fait une émission, il y a des boîtes aux lettres sud-nord pour faire en sorte qu'il y ait des primes de 40 %. Est-ce que c'est ça la bonne gestion? Je ne pense pas. Donc, on doit le questionner. Première, deuxième, troisième transformation, madame. Pour ce qui est de l'extraction des minerais, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas envoyer faire la deuxième, troisième transformation en Inde et en Chine. Il faut la faire chez nous pour créer l'emploi chez nous, des emplois de qualité. Ça me paraît évident. En ce qui a trait à la question de Jason, c'est pas compliqué. C'est tout ce qui est des saines habitudes de vie. Sensibiliser les jeunes à l'école qui vont eux-mêmes sensibiliser leurs parents par rapport à l'adoption de bonnes saines habitudes de vie. Au niveau de la question de madame sur de quelle façon on peut diminuer le pétrole, d'abord, transport collectif, améliorer le transport collectif, ça me paraît très important dans nos milieux. Liquéfier,
On va avoir du gaz naturel liquéfié par l'entremise de gaz métro. Ça va être bon pour les camions. Ça va être bon pour nos autos aussi, éventuellement. Et pourquoi pas l'électrification des autos. C'est vers là qu'on s'en va. Et effectivement, ça m'apparaît extrêmement important qu'on puisse y aller rapidement. Dans le cas des gaz de schiste, c'est curieux. On fait un moratoire quand ça va mal. Il faut prendre les informations avant de mettre nos populations en danger. Merci. Merci. Donc, j'inviterai maintenant M. Saint-Pierre à présenter sa réponse. C'est bon. Donc, non, il n'y a aucun endroit, je pense, que ça s'est bien passé pour les gaz de schiste. Donc, quand on parlait d'un moratoire tout à l'heure, à savoir si éventuellement c'est possible de le faire sans danger, moi, je n'y crois pas, et je vais continuer de pousser au sein du parti de conserver le moratoire ad vitam aeternam. Donc, voilà pour les gaz de schiste. Pour M. Rioux, évidemment, oui, c'est ça. On est en surplus énergétique, donc on n'a pas du tout besoin de la centrale de Gentilly 2. On n'a pas vraiment besoin non plus de créer de produire plus d'électricité qu'on n'arrive pas à revendre, plus cher que le coût d'exploitation. Dans le fond, Québec, l'option nationale, ce qu'on propose par la souveraineté, c'est de faire tout selon nos besoins et nos moyens. Donc, si on n'a pas besoin de plus d'électricité, on n'a pas besoin de vraiment investir. C'est pas un investissement de toute façon si ça ne rapporte pas. Et puis, l'autre question sur les gaz à effet de serre et la pollution, ben c'est sûr que localement, le plan de souveraineté alimentaire réduit le transport, puis l'alimentation, c'est des denrées qui sont vraiment beaucoup transportées sur nos routes. Donc déjà là, il y a aussi le projet du monorail qui relierait tous les grands centres du Québec, qui assurerait une meilleure mobilité des employés, qui créerait des emplois, qui enlèverait beaucoup de transports routiers qui consomment qui produisent des gaz à effet de serre. Ce serait un monorail suspendu qui fonctionnerait à l'électricité, qui nous est un beau cadeau de nos ancêtres. L'amiante, ben, c'est vrai que c'est pas du tout un projet d'avenir, donc on n'embarquera pas là-dedans. Puis l'eau, pour madame, l'eau c'est une ressource naturelle, donc ça serait nationalisé aussi. Évidemment, les compagnies qui embouteillent et qui ont besoin d'en consommer beaucoup la paieraient ou paieraient des taxes dessus sur la consommation. Je vous remercie, M. Saint-Pierre. Merci à tous pour vos réponses. Ceci termine donc notre second thème. Nous passerons maintenant au prochain, qui porte sur le développement régional. Alors, le Québec doit développer l'ensemble de son territoire et veiller à la qualité de vie de l'ensemble des citoyens. Pour ce faire, de nombreuses mesures peuvent être prises, notamment en matière d'accueil des nouveaux arrivants, de santé, d'éducation, de réduction de la pauvreté, du développement économique, des structures politiques et des organismes de développement, etc., etc. Donc, que comptez-vous faire en tant que député pour favoriser le développement de la région et veiller au bien-être de sa population, notamment de sa jeunesse et de l'exode rural? Alors, j'invite chaque candidat pour 2 minutes 30 à présenter sa position. Alors, j'inviterai M. Jean Lamour à présenter la position. Alors, je vais d'abord commencer avec ce que je ne ferai pas. On se souvient de l'époque du Parti québécois, lorsqu'on parle de développement régional, quand je suis arrivé comme maire à Rivière-du-Loup, ce que les municipalités recevaient, c'était des factures du gouvernement. Pendant 4 ans, au nom du déficit zéro, c'était des factures. On saignait à blanc les communautés rurales. Fonds en infrastructure vide, aucun retour sur la taxe d'assises sur l'essence, tout ça a été corrigé. Quand je suis arrivé il y a 3 ans, dans la vision que nous avions, c'était d'abord de doter localement, dans chacune des municipalités, des outils nécessaires à l'épanouissement de chacun de ces acteurs. Maison familiale rurale, ça existait, on a aidé. Pépinière Saint-Modeste, le PQ voulait la fermer à l'époque. On l'a consolidé par des investissements de 1,7 million, c'est 400 personnes qui y travaillent le printemps. Centre de ski au Mont-Saint-Mathieu, on s'en vient avec un soccer intérieur à Rivière-du-Loup, on s'était attardé à la question du logement social. On a mis en place une nouvelle organisation qui s'appelle 5 maisons, 5 familles, pour densifier le monde rural dans chacune des municipalités qui voulaient s'investir là-dedans. Il y a des résultats concrets. On l'a fait, ça donne des résultats et on veut maintenant étendre le territoire. Il faut investir sur nos routes, comme on le fait et comme on va continuer à le faire. Et il y a de nouvelles initiatives à ce moment-ci. Moi, j'ose lancer
l'opération 2000 pour 2000 nouveaux emplois. Au-delà de ce qui doit être comblé suite au départ à la retraite, il doit y avoir de la place pour 2000 nouveaux emplois dans notre comté au cours des prochaines années. Moi, ce que je veux, moi, comme père de famille, je veux pour mes enfants, ce que vous souhaitez pour les vôtres, ceux qui en ont, c'est qu'ils reviennent en région après leurs études. Moi, pour y arriver, j'ai besoin des commissions scolaires, j'ai besoin d'un cégep, j'ai besoin d'un réseau universitaire qui est fort, j'ai besoin de l'implication des 300 et quelques élus municipaux dans le comté, parce qu'on fait une équipe. Alors, on a d'abord doté les communautés d'infrastructures dont elles avaient besoin en matière d'eau et tout ce que vous voulez, mais au niveau de la création d'emplois, aussi, parmi les projets qu'on a mis en place, c'est celui de Méridien Maritime à Québec. Ça s'appelle avoir une vision et ça s'appelle avoir de l'ambition pour ceux qui vont nous suivre. Quand on a parlé la semaine dernière également du Conseil des zones et des parcs industriels pour créer entre nous une grande synergie. Et je dois dire qu'on a mis en place aussi tous les leviers. Les communautés locales ou régionales ont en main présentement tout ce qu'il faut pour décider de leur développement. Par les centres locaux de développement, par la conférence régionale des élus, par l'ensemble du réseau socio-économique, on est capable d'aller beaucoup plus loin. Il suffit d'avoir de l'ambition et de la vision et on va y arriver tous ensemble. Merci, M. Lamont. J'inviterai maintenant M. Michel Lagacé à Merci. aussi. Quand nous parlons de développement régional, nous faisons souvent référence à la capacité des milieux à se mobiliser. Dans notre circonscription, plusieurs communautés rayonnent sur leur territoire, d'autres aspirent à des jours meilleurs. Dans le premier cas, comme dans l'autre, des moyens doivent être offerts afin de soutenir la volonté d'entreprendre et d'assurer du véritable leadership économique. Notre plateforme mise sur différents engagements, dont investir davantage en matière de lutte à la pauvreté et à l'inclusion sociale. 1295 personnes dans Rivière-du-Loup, 855 au Témiscouata et 385 dans les Basses vivent l'insécurité alimentaire à tous les mois. Créer des fonds régionaux totalisant 500 millions afin de favoriser la diversification des économies locales et régionales. Rapprocher les services publics les plus près possible des citoyens et décentraliser les centres de décision. Renforcer la politique nationale de la ruralité, moins d'éditions de comptes, plus d'actions. Accorder des mesures de soutien aux entreprises liées à l'éloignement de leur marché afin de compenser les coûts de transport. On a perdu 800 jobs dans la MRC de Rivière-du-Loup, c'est assez. Soutenir la mise en place d'un centre d'innovation au cégep de Rivière-du-Loup. Mettre en place un vaste chantier d'aménagement forestier de 3750 hectares dans notre circonscription. Supporter les projets visant les circuits courts au niveau de la production en utilisation des bois comme substitut énergétique. Mettre en place une stratégie de déploiement de la téléphonie cellulaire partout au Bas-Saint-Laurent, y compris dans notre circonscription. Et mettre en place un parc éolien de 225 MW qui va rapporter 1,3 million de dollars de bénéfices nets par année pendant 20 ans au MRC. Dans le cas des municipalités de la MRC des Basses, c'est l'équivalent d'une baisse sur le compte de taxe de 23 sous du 100 $ d'évaluation. Dans le cas du Témiscouata, c'est une baisse de 10 sous du 100 $ d'évaluation. Dans le cas de la MRC de Rivière-du-Loup, c'est une baisse de 5 sous du 100 $ d'évaluation. C'est de l'oxygène pour ceux qui en ont besoin. Merci. Je M. Lamois va présenter sa position. Nous, au niveau de la plateforme, d'abord, on veut un investissement accru au Québec avec la Caisse de dépôt. On veut être propriétaire chez nous, on veut une économie de propriétaires. On va créer un fonds des ressources naturelles pour les développer, et encore une fois, c'est une économie de propriétaires. On va faire un effort accru pour soutenir l'innovation, parce que c'est ce qui maintient beaucoup les entreprises. On va les aider dans la conquête de nouveaux marchés. On a même des candidats, nous, qui ont une expertise très solide au niveau de l'exportation. On veut développer la culture d'entrepreneuriat au Québec. On veut commencer même à l'école. On veut favoriser le transfert des entreprises aux générations suivantes ou aux employés. On a une politique intéressante à ce niveau-là. On veut aussi accroître la participation des travailleurs âgés au marché du travail de façon à avoir des mentors et non des menteurs. L'intégration, on veut intégrer à l'emploi les immigrants. On ne veut pas les emmener ici comme chômeurs. On veut une meilleure représentativité des associations de travailleurs, de façon à ce que ce soit démocratique avec un vote secret. Une véritable politique de développement régional. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai 25 ans d'expertise en développement régional. J'ai vu des régions qui ont vraiment fait des plans. Ici, on a 3 MRC.
puis c'est à qui aura la couverte. Il va falloir vraiment que tout le monde travaille ensemble pour qu'on développe une économie qui soit complémentaire, parce que souvent des travailleurs qui sont saisonniers, il faudrait être astucieux et développer des emplois qui compléteraient l'autre partie de l'année. Il y a des régions qui l'ont fait. On veut une agriculture forte. On veut surtout faire la promotion des aliments, des produits alimentaires québécois. C'est fait. Moi, je suis un expert en marketing. J'ai pas vu une promotion solide. C'est pas facile parce qu'on a laissé partir Provigo. Ça veut dire que le producteur québécois a de la difficulté à avoir son pied de tablette. L'organisme de la transformation alimentaire, Transac, mériterait d'être beaucoup mieux supporté. On veut des règles justes et équitables pour nos agriculteurs. On veut un plan Nord repensé. Hier, à la TV, on réalisait que les gens du Nord ont été oubliés et qu'ils n'étaient pas très contents. Et on a vu des magouilles qui ressemblaient à l'ancien système. Ça avait l'air assez compliqué. Les pourcentages, il y avait une politique assez surprenante. En terminant, les CLD ont fait des travaux de travail extraordinaires avec les ressources. M. Lavoie, c'est déjà terminé. Donc, merci beaucoup. Merci. J'inviterai donc M. Saint-Pierre à présenter sa position. Simplement dire que la souveraineté québécoise à toutes les régions. Il y a environ 50 milliards de dollars qu'on envoie par année au fédéral et il en vient à peu près 9 milliards en péréquation. Donc, c'est vraiment des sommes importantes qu'on pourrait rapatrier dans toutes les régions. Ici, ça pourrait servir dans des secteurs clés comme l'agroalimentaire. J'en ai parlé un petit peu il faut vraiment qu'on se dote d'un plan de souveraineté alimentaire. Alors, on pourrait aussi avoir des politiques dans ce plan-là d'achat de proximité. Nos institutions, comme l'hôpital, les écoles, en fait, tout endroit qui a une cafétéria, pourrait être encouragé, favorisé à acheter local. Encore une fois aussi, ça touche les gaz à effet de serre. On sauverait des sous encore. Et puis, d'autres projets aussi, comme implanter Internet haute vitesse à la grandeur du Québec. Ça profitera à toutes les régions, pas seulement ici. Aussi, oui, on veut favoriser l'entrepreneuriat chez les 35 ans et moins. Et que ce soit évidemment une économie de propriétaires, que les gens s'endettent moins, qu'ils ne soient pas locataires, puis qu'ils puissent aussi être un peu leur propre patron. Ça encouragerait les gens aussi à revenir dans leur région, avec aussi le projet d'honoraires qui faciliterait les transports, les communications, Internet haute vitesse. Tout ça est imbriqué, c'est ensemble. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre. Bon, merci à tous. Ça donne fin à la présentation des positions des candidats. Maintenant, nous passerons à la période des questions. Je vous réexplique les règles brièvement pendant 5 minutes. J'invite chacun d'entre vous à lever la main pour poser la question. Je vais favoriser ceux qui n'ont pas déjà obtenu un premier droit de parole. Ensuite, j'inviterai les candidats à répondre. Et je tiens aux participants à être brefs et concis, ainsi qu'à être respectueux et de vous nommer lorsque vous posez votre question. Alors, sur ce, il y avait M. Liou encore une fois. Est-ce qu'il y avait M. Lancette? Est-ce qu'il y avait des autres personnes ici? Il y a M. Lavoie qui bon, comment? Je vais juste vous prendre en note notre Dominique Capelle. Ensuite, monsieur, c'est votre nom déjà, c'est quoi? Monsieur Bouchou. Madame Levesque, je crois bien. Bon, parfait. Je vous garde en réserve. J'ai 3 personnes qui n'ont pas encore été interrogées. Donc, monsieur ici en haut. Bonjour, Jean-François Rioux, Saint-Simon, relève d'une entreprise agricole à Saint-Simon en production laitière et céréalière. L'agriculture est un moteur économique et social très important pour une région ressource comme la nôtre. Peu importe le secteur, sa relève est primordiale à sa pérennité. Comment comptez-vous améliorer les conditions d'établissement et de transfert des entreprises agricoles pour faire du Québec un chef de file dans l'agriculture? Merci, M. Laurie. Moi, j'ai une question. On parle de retour des jeunes en région. Alors, je serais intéressée d'entendre les candidats
nous mentionner quel type d'emploi il prévoit pour les jeunes. On parle beaucoup d'emploi, mais quel type d'emploi, est-ce que c'est des emplois de qualité, tout ça? Parce que les jeunes qui retournent en région, qui ont été à l'université, sont intéressés d'avoir des emplois à la hauteur. Merci. Monsieur ici, oui, jeune homme. Jonathan Marmette. C'était pour compléter la question de madame. C'était pour savoir, étant donné que vous voulez tous que les jeunes reviennent en région, est-ce que vous pensez être capable de stimuler le développement des industries pour pas tout qu'on se ramasse avec les mêmes sortes d'emplois qu'on a présentement? Donc une diversification, je comprends. Donc je vais terminer. Ce qu'il y a d'autre, je veux juste, avant de commencer avec les personnes qui ont un peu droit au deuxième tour, je vais permettre la chance de ceux qui ne se sont pas exprimés de le faire immédiatement. Parce qu'après ça, je vais donner tout de suite un deuxième tour. Il y a d'autres personnes qui voudraient s'exprimer, qui ne l'ont pas fait, qui le désirent, c'est maintenant. Ok, parfait. Donc, je vais vous dire à tour de rôle, rapidement. M. Rioux, ensuite M. Morissette, M. Afriel ici, ensuite M. Beaulieu et Mme. C'est bien. Donc, M. Rioux, rapidement, s'il vous plaît. Alors qu'on est supposé être dans une période d'austérité, on s'apprête à aller de l'avant sur la soumission d'un pont qui va coûter 100 millions, alors qu'il y a déjà un pont qui enjambe le pont de la 132 qui enjambe la rivière Trois-Pistoles, et j'habite à côté. Il n'y a pas d'heure de pointe à Trois-Pistoles au rentrée le matin. Il y a un pont qui existe, qui est 100 millions, c'est 100 projets à 1 million qu'on pourrait développer dans le développement économique régional. Est-ce que vous pouvez justifier d'aller de l'avant avec ce pont-là avant de savoir si l'analyse des transports, du ministère des Transports concernant le tracé Trois-Pistoles, Vic-Saint-Fabien pourrait arriver à la conclusion que ça prend une 132 améliorée au lieu d'une 20? Merci, M. Rioux. M. Morissette, rapidement. Oui, monsieur de la CAQ. Alors, monsieur, j'aimerais que vous, comme c'est connu que la majorité de la population gagne moins de 20 000 par année, de quelle façon penser qu'en privatisant des fleurons de notre société d'État comme Hydro-Québec et de faire une augmentation dont vous n'avez pas parlé, qui a été promulguée par M. Legault, hors contexte, des augmentations de 12 dans un premier mandat, de 12 à 15 immédiatement dans un premier mandat. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que vous allez stimuler les jeunes en région? Merci, M. Morissette, de votre question. M. April, ici. Au niveau du développement régional, on parle beaucoup d'économie, sauf qu'une chose qu'on peut remarquer, c'est entre autres dans les Basques, on a remarqué qu'il y a quand même un manque de jeunes parce qu'il y a une entreprise d'ailleurs qui est repartie en bourse justement qui disait qu'il n'avait pas de main-d'œuvre dans la région. Donc, outre l'économie, comment est-ce que vous croyez stimuler le retour des jeunes et de tous âges dans la région? Monsieur ici. Oui, c'est au sujet de la pauvreté, parce que je n'étais pas informé sur Internet au sujet de la pauvreté. J'avais seulement vu le côté du Parti québécois, mais je n'ai pas vu se prononcer le Parti libéral. J'étais vraiment intéressé à voir qu'est-ce que vous en pensez, quel projet avez. Au niveau des mesures pour la pauvreté, c'est ça. Et c'est terminé, Mme Lévesque. Ça va? Désolé. Je vous remercie beaucoup. L'Assemblée d'avoir posé des questions de votre intérêt. Ça permet justement de stimuler vos candidats et de stimuler un peu le débat pour tous et le bénéfice de tous. Alors, avant, je veux juste rappeler que chaque candidat dispose de 2 minutes pour répondre aux questions posées. Ma collègue ici, lorsqu'il vous restera 30 secondes, montrera le carton jaune. Alors, j'inviterai M. Damour à répondre aux questions du public. Alors d'abord, sur la question de M. Rioux, en regard de la relève agricole, c'est un secteur que je connais assez bien puisque j'ai un fils de 23 ans qui a repris la relève de l'entreprise familiale. Je vais vous dire qu'on a mis en place au cours des derniers mois sur le plan de la fiscalité des aménagements qui vont être propices à la relève. Mais à la question de la relève, il y a des éléments qui, à mon sens, sont intouchables. Toute la question de la gestion de l'offre dans le domaine laitier. La semaine dernière, les gens du PA ont été plutôt surpris d'apprendre que dans un Québec souverain, ils perdraient 50% de leur quota laitier. Les gens m'ont appelé pour me le raconter. Après, il y a beaucoup d'inquiétudes. Développement accru des marchés publics, développement des marchés comme on le fait notamment dans la sériculture. On exploite nos produits de l'érable présentement dans 20 pays du monde à partir de décasseurs notamment.
Des emplois de qualité, ça c'est non négociable, des emplois attrayants. Et sur le plan de la diversité, déjà pour attirer nos jeunes, on a tout ce qu'il faut. On a déjà une base intéressante, les premiers pets, les bergers de ce monde, les Lepage Network. On est diversifié à tout niveau. Donc, les industries se développent au gré du savoir et des technologies. Donc, on parle d'emplois attrayants. D'autant plus qu'hier, on a annoncé une nouvelle mesure dans le plan d'action gouvernemental, 25 millions de plus, sous forme d'engagement financier pour aider nos entreprises manufacturières d'ici. Les régions ressources, le programme qui se terminera bientôt, c'est 20 millions. On ajoute à compter de maintenant 25 millions de plus dans notre plan d'action pour soutenir l'innovation, la recherche et le développement et la création d'emplois de qualité pour les jeunes qui vont décider de s'installer ici. Dans les propositions que nous on fait, on parle d'une nouvelle usine laitière, nouveau genre 2012 avec la relève agricole et l'appui des producteurs agricoles. Ça, c'est intéressant. Sur la question de monsieur au niveau de la pauvreté, on vient de mettre 4 millions dans le Bas-Saint-Laurent. À qui on vient de remettre ça? À la conférence régionale des élus que préside M. Lagacé. Il se plaint aujourd'hui de la pauvreté. Il a des leviers en main pour soutenir les actions communautaires. Alors, c'est lui qui se plaint et c'est lui qui a l'argent, 4 millions de dollars. Sur le plan du pont du côté de Trois-Pistoles, il y a déjà eu des audiences publiques. S'il doit y avoir d'autres analyses, M. Rioux, pour traverser la rivière, c'est sûr qu'on ne va pas acheter un set de lance et une chaloupe à tout le monde, mais on est prêt à regarder sérieusement. Malheureusement, c'est limité à excusez, on ne fera pas un débat full les candidats. Je vous remercie tous. Je demandais d'être respectueux aussi dans les questions, notamment avec la salle et les candidats. Donc, je vous remercie, M. Lamont, pour votre réponse. Donc, j'inviterai à poursuivre sur ce thème à répondre M. Michel Lagacé. Dans le cas de M. Rioux, ce qu'il demande, c'est que la relève agricole, puis notamment les transferts de fermes familiales, actuellement, ils sont pénalisés au niveau des traitements fiscaux. Ce que vous demandez, est-ce que ce traitement-là, qui vous pénalise, qui vous désavantage, est-ce que ça va être corrigé? Dans le cas du Parti québécois, on dit que oui, ces éléments-là vont être corrigés par rapport au fait que le traitement fiscal qui est effectivement très désavantageux pour ce qui est la relève familiale, ça va être corrigé, ça fait partie de nos engagements. Quand on regarde, faire peur aux gens avec le 50%, c'est vraiment fort. En ce qui a trait au type d'emploi, madame, vous demandiez est-ce qu'il y a des emplois de qualité? Il y a 700 professions qui sont actuellement en études au niveau d'études prospectives, au niveau du Bas-Saint-Laurent. Il y a des emplois de qualité partout, que ce soit au niveau professionnel, au niveau technique, au niveau universitaire. Demandez-le à tout le monde. Il y a de l'emploi au Bas-Saint-Laurent. D'ici 2015, c'est 18 000 emplois à combler. Dans le cas de la MRC de Vieux-Loup, Témiscouata-les-Vaches, on parle de 4 900 emplois. En ce qui a trait au MTQ, c'est clair qu'à un moment donné, il faut réfléchir. Il ne faut pas faire des gestes insensés, il ne faut pas faire en sorte que ce qu'on voit dans certaines villes, où ce qui est arrivé essentiellement, une voie de contournement qui est arrivée nulle part. Donc, je pense qu'il faut réfléchir, il faut laisser la chance au MTQ de finir sa réflexion sur la première, la deuxième, la troisième et la quatrième option. Mais il faut attendre que le MTQ finisse sa réflexion et je pense que s'ils sont intelligents, je n'ai pas de doute qu'ils le sont, ils vont prendre l'ensemble de l'œuvre avant de réfléchir et d'arriver à une proposition qui vont être intéressantes. Comment accueillir, comment faire en sorte qu'on puisse avoir plus de jeunes dans nos régions? D'abord, les accueillir, les écouter, échanger avec eux. Le festival Éco-Fête, je pense qu'il s'est tenu dans les dernières semaines, mérite tout notre soutien par rapport à cela. C'est une belle façon d'accueillir des jeunes dans nos régions. De la pauvreté, ce qu'on dit, c'est que c'est bien correct, 80 000 par territoire de la MRC. Est-ce qu'on peut faire mieux? Je le répète, il y a 1295 personnes à l'intérieur du territoire de la MRC de Vieux-Loup qui ne savent pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans la recette à la fin du mois. 855 au Témis, c'est 345. Merci, M. Lagacé. Merci. J'inviterai donc M. Lavoie à prendre la parole. M. Beauchemin, au niveau du transfert des fermes, nous aussi, on a prévu une plateforme. On pense peut-être qu'on a été copiés, mais on est fiers d'être copiés. Même nous, on va aller un peu plus loin parce qu'on va étendre le conseil de gestion. On le fait à travers le Québec pour les entreprises industrielles et on va le faire aussi pour les fermes, parce que les fermes, c'est des très grandes entreprises. Avec un plan de qualité en région, avec un plan, on va avoir des emplois de qualité. Si on a des emplois de qualité, on va être capable. Parce que c'est un cercle vicieux. Si on n'a pas d'emploi, on n'a pas de main-d'œuvre. Les gens sont obligés d'aller ailleurs. Et évidemment, il va falloir les former en fonction de nos besoins. Quant au pont Trois-Pistoles, moi je vous dis, quand on entend ça à Québec, c'est très facile. Si on chicane, puis on bloque tout, puis on y compte tout, bien à ce moment-là, les autres projets, là,
Le Bas-Saint-Laurent a été oublié durant des années. Moi, j'ai fait 25 ans de développement industriel, puis je voyais que les autres régions, mais je pense qu'ils chicanaient moins. Hydro-Québec, je n'ai pas entendu parler de privatisation. C'est nouveau pour moi. Je pense qu'il faut être un État, il faut être un gouvernement responsable. L'énergie, si on veut avoir une politique d'énergie, c'est pas dans le domaine privé, je pense. La pauvreté, bien évidemment, c'est les emplois. S'il y a des emplois, il va y avoir moins de pauvres. Ça, c'est un service. Il va falloir qu'on développe vraiment un plan, puis ça rejoint un ensemble, la qualité de vie, parce qu'on a une belle région, mais il faudrait qu'on travaille vraiment ensemble pour développer. Parce qu'on a vu des distorsions régionales, c'est jamais bon. En conclusion, ça prend un vrai bon plan de développement régional. À ce moment-là, on va réduire la pauvreté, réduire le chômage et avoir des emplois de qualité. Merci, M. Labon. J'inviterai donc finalement M. Saint-Pierre à présenter ses réponses. D'accord. Pour M. Rioux de Trois-Pissoles, le pont, ben, je ne peux pas m'empêcher d'être d'accord avec vous. Comme je disais tantôt, on veut tout faire selon nos besoins. Enfin, c'est un peu, pas de la simplicité volontaire, mais quasiment. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose? Non. Alors pourquoi le faire? Et puis en plus, de toute façon, les transports, les voitures, le transport en... c'est pas le transport en commun, l'opposé. Le transport individuel, c'est vraiment pas la voie de l'avenir. Fait qu'on n'a pas besoin vraiment d'investir dans plusieurs routes. Le projet de monorail serait bien plus profitable pour tout le monde. Et puis, pour attirer les jeunes aussi, pour M. April, ben, ça passe par l'emploi, mais aussi la culture, le social, le divertissement. C'est toutes des initiatives qu'on veut favoriser, qu'on veut encourager. Puis, ben, pour toutes les autres questions, je ne vais pas vous passer de cassette ou vous dire n'importe quoi. Donc, j'ai juste noté, et puis je vais me renseigner, puis je vais aussi pousser ces inquiétudes-là, ces préoccupations-là au sein de mon parti. Merci, M. Saint-Pierre. Maintenant, on peut prendre un respire, puis c'est terminé, ça va conclure notre dernier thème. Alors, avant de mettre fin au présent débat, j'invite chaque candidat à nous livrer un dernier message de 30 secondes. Alors, j'inviterai M. Jonathan Saint-Pierre à présenter sa conclusion en 30 secondes. Merci. Le Parti national, en fait, c'est un projet de société. On peut se contenter de ne pas empirer, mais je pense qu'on peut viser haut. J'aime bien un adage, je crois que c'est asiatique en tout cas. On peut attraper un torticolis en visant trop haut, mais on peut devenir voûté en visant trop bas. Un torticolis, ça passe au bout de quelques jours, mais voûté, c'est pour le restant de ces jours. J'invite tout le monde à voter. Pensez pas... votez pas stratégique, s'il vous plaît. Votez avec... Ça passe vite 30 secondes, c'est peu. Alors, j'inviterai donc M. Lagacé à prendre la parole. Je vous remercie de votre écoute et de la qualité d'organisation. Ce genre de débat nécessite une ouverture de part et d'autre. Dans une société démocratique, il faut qu'il y ait des occasions de ce genre pour nous permettre de nous ouvrir et accueillir le questionnement, la critique. Je souhaite que notre société ait la maturité de progresser sur ces aspects en proposant autre chose que le désolant spectacle de la sourde oreille et de l'affrontement volontaire du gouvernement Charest au printemps dernier. Être responsable, s'ouvrir à un véritable dialogue porteur d'avenir pour nous-mêmes et des générations qui vont suivre. Le 4 septembre, on fait le choix du Parti québécois, on fait le choix de Michel Lagacé. Alors, simplement, sans aucune note et avec mon cœur et avec ma détermination et ma passion, je vous dire que vous représentez depuis 3 ans, c'est un privilège. Et ensemble, au cours des 3 dernières années, il faut s'attarder à prendre toute la mesure de ce qu'on a bâti, construit dans chacune des communautés. Et aujourd'hui, cette campagne électorale-là, pour moi, c'est un message d'espoir pour nos jeunes à travers un contexte d'études et d'emploi. C'est de l'espoir pour la classe moyenne qui peut aspirer à toujours mieux. Et c'est un message d'espoir pour les aînés aussi. Moi, je n'ai pas l'intention de mettre des médecins à la retraite. Je veux travailler pour vous, M. David. Je suis particulièrement fier de votre respect. Je suis fier aussi de votre intelligence et de votre jugement.
Avec un candidat, en votant pour la CAQ, vous avez un candidat de choix, vous avez un programme solide, une équipe fantastique, avec un chef qui connaît les affaires, qui est diligent, qui est solide. Fait que voter pour la CAQ, c'est assez, il faut que ça change. Nous serons là pour vous servir et non se servir. Merci. Alors, merci à tous de votre présence aujourd'hui. Alors, et de votre participation. C'était très agréable, du moins je l'espère pour vous et pour la salle. Et je tiens aussi à remercier les participants pour leur attention et leur participation. De même que le Cégep de Rivière-du-Loup et l'AGE-CRI, notamment ici à Macha, tu peux te lever. C'est là que je joue le chronomètre toute l'après-midi. Ainsi que l'ensemble des gens de l'association suivante, la Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent et Jeune à Vie pour leur collaboration aux questions et tout au processus, l'Institution du Nouveau Monde et le directeur général des élections, ainsi que tous les individus qui ont rendu possible la tenue de ce débat. Je vous rappelle aussi d'aller voter et les 2 campagnes web soutenues par le directeur général des élections, donc l'une par les forums jeunesse régionaux du Québec, donc comme je vous le mentionnais, et l'Institut du Nouveau Monde aussi, qui s'appelle On est 2 millions, il faut voter. Donc vous pouvez aller au www.pourquoijevote.qc.ca. Et dernièrement, merci encore et je vous souhaite bonne dernière semaine de campagne et allez tout le monde voter le 4 septembre. Merci à tous.